soir, dans Allons-y Franco, nous ouvrons un débat au cœur des tensions politiques européennes. Alors que de nombreux pays durcissent leur politique migratoire sous la pression des opinions publiques et la montée des partis conservateurs, l'Espagne fait un choix radicalement différent en régularisant près de 500 000 sans-papiers. Faut-il y voir une décision pragmatique face aux besoins économiques, à la population vieillissante ou au contraire un signal politique risqué? Entre contrôle des frontières, besoin de main-d'œuvre et enjeux humanitaires, quelle est la ligne de l'Union européenne sur la question? Pour en parler, Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci d'être avec nous. Juan José Dorado, bonsoir. Vous êtes journaliste correspondant espagnol à Paris. En visio, Michel Ceruti, notre correspondant en Suisse. Bonsoir. Et depuis la Belgique, Pierre Kroll, dessinateur et caricaturiste. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Avant de commencer, on va d'abord écouter Pedro Sánchez, Premier ministre socialiste, qui justifie ces régularisations massives. Et on en parle juste après. Et j'insiste, nous agissons pour le bien de notre pays, car la reconnaissance des droits est une bonne chose. Et surtout parce que l'immigration contribue de manière décisive à la croissance économique de notre pays, à la création d'emplois et aussi à la bonne santé des caisses de sécurité sociale pour les pensions des retraités d'aujourd'hui. Mais aussi pour vos pensions lorsque vous prendrez votre retraite, ou les miennes lorsque je la prendrai également. Car nous sommes une société, comme toutes les sociétés occidentales, qui connaît un hiver démographique. Juan José Dorado, ce n'est pas un geste humanitaire de Pedro Sánchez. Il défend cette régularisation comme une nécessité économique. C'est d'abord une nécessité économique, effectivement, et d'ailleurs l'Espagne n'est pas à sa première régularisation, puisque depuis les années 2000, c'est la 4e régularisation qui a été faite. La dernière, c'était en 2005, et c'était aussi un peu plus d'un demi-million de personnes qui avaient été régularisées. Donc c'est une nécessité économique, l'Espagne étant le pays, l'un des pays au monde avec une croissance démographique la moins importante, et donc en même temps, on se retrouve avec un pays avec une forte croissance économique. C'était 3,8 il y a 2 ans, 2,8 l'année dernière, 2 ça va être en 2026. Donc on a besoin des main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, elle est là. Elle est là depuis des années. Et donc c'est d'abord une mesure économique, bien sûr. Après, il y a un enjeu humanitaire, mais cet enjeu humanitaire passe derrière le besoin économique de continuer à impulser l'économie espagnole. Comment cette décision elle est accueillie en Espagne? Alors c'est très particulier parce qu'elle a été annoncée en début d'année, assez rapidement. En début d'année, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Et les derniers sondages de cette dernière semaine, c'est des sondages très contradictoires. Il y a des sondages qui ont été commandés par des médias plus ou moins proches du gouvernement qui nous disent que 52% des Espagnols approuvent cette mesure. Mais il y a d'autres sondages qui sont apparus cette même semaine où nous disent qu'effectivement, c'est entre 65 et 67% des gens qui sont contre la régularisation massive telle qu'elle a été présentée. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé à peu près 500 000 personnes qui pourraient être régularisées sur les 800 000, 850 000 qui sont aujourd'hui, qu'on considère, sont en situation irrégulière en Espagne. Et donc, ça va être assez facile de pouvoir régulariser sa situation. Et donc, beaucoup d'Espagnols aujourd'hui se disent que ce peut être trop facile, même si économiquement, pour la plupart, sont d'accord qu'il faut effectivement booster un peu plus l'économie. Pascale Joannin, l'Espagne choisit donc de régulariser près de 500 000 sans-papiers, alors que la plupart des pays européens, eux, durcissent leur politique migratoire. C'est en effet un mouvement contraire, mais qui n'est pas isolé. Alors c'est un mouvement parce qu'en Europe, vous avez une opinion publique qui a vu arriver, dû à des guerres, principalement, il faut bien le dire, à des conflits extérieurs, un afflux de réfugiés, on pense notamment à 2015 avec le conflit en Syrie, et en effet une capacité d'accueil qui n'a pas forcément été là, toujours, avec en effet des faits divers. Capacité d'accueil déséquilibrée entre les pays. Des capacités d'accueil, des capacités d'intégration. Et donc vous avez en effet un certain nombre de faits divers où étaient impliqués des gens qui étaient originaires de ces pays. Et donc il y a en effet une opinion publique qui se dit, peut-être a-t-on besoin en effet, compte tenu de la situation démographique qui est catastrophique, et pas qu'en Espagne, dans beaucoup de pays, y compris la France qui a été longtemps pas concernée, elle le devient. Donc on a besoin de faire venir des gens qualifiés pour répondre à des besoins économiques.
Mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc c'est un peu ça la ligne directrice de l'Union européenne, y compris chez des leaders, on va dire, de gauche, comme Madame Mette Frederiksen au Danemark, qui ne veut pas être supposée d'être une conservatrice patentée, et qui, en effet, dit « Attention, l'immigration, on en a besoin peut-être, mais faisons attention ». Dans le même mouvement, on peut donc mettre en face de M. Pedro Sanchez, qui est un socialiste espagnol, Madame Meloni. Madame Meloni, qui vient d'un pays conservateur italien, Fratelli d'Italia. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi, Fratelli? Elle a un discours très dur en disant la migrante, c'est pas possible, il faut absolument ne plus permettre, en effet, toute cette économie, alors moi je mets économie, toute cette économie liée au trafic et qui atterrit sur les côtes italiennes, puisqu'en effet, entre l'Afrique du Nord et l'Europe, c'est principalement des îles italiennes qui sont les premières Après, touchées. elle régularise Ou alors ponctuellement. les îles Canaries dans l'Atlantique. Mais elle régularise pourquoi? Parce que ces entreprises, enfin les responsables des entreprises lui disent mais nous on a besoin de faire venir des gens, il n'y a pas suffisamment de ressortissants italiens chez nous très pour vieillissante pouvoir... en Italie. La population italienne, c'est la deuxième population la plus vieille du monde après celle du Japon. Donc c'est la plus vieille du monde en Europe. Et donc ils n'ont pas suffisamment de gens qui peuvent avoir dans les entreprises, l'industrie a besoin. Donc par un empire de la nécessité, Madame Meloni, très pragmatique, dit en effet mon discours c'est plutôt celui-là, mais j'ai bien compris que pour faire tourner l'économie italienne, j'ai besoin en effet de bras extérieurs. Et je pense que pour Pedro Sanchez c'est la même chose. Il n'y a pas suffisamment d'Espagnols. J'ajouterais que pour M. Pedro Sanchez, il y a un avantage dans la régularisation, c'est qu'il fait venir des gens qui parlent déjà la langue du pays. Oui. Ce qui aide beaucoup, parce que c'est ça un des problèmes de l'intégration. Qui ont la même culture, la même religion. Capable de parler la même langue. En effet, une des grandes, enfin José le dira, un des grands nombres de la régularisation, ça concerne des Sud-Américains, Vénézuéliens, Colombiens, etc., donc qui parlent espagnol, avec peut-être une différence, mais qui parlent espagnol, qui sont de culture hispanique et qui reviennent quelque part dans le pays de ceux qui les ont colonisés il y a 4 siècles. Regardez, je voulais montrer ce dessin de Pierre Kroll avec, on y voit un bateau de migrants qui essaie d'entrer en Europe. Vous écrivez, ça devient difficile de rentrer en Europe. Pierre Kroll, qu'en est-il en Belgique ? Oui, alors là, vous voyez un autre dessin plutôt sur les réfugiés. Oui, c'est un autre dessin, mais oui. Situation plus triste. Mais écoutez, en Belgique, on est vraiment un des pays qui est un exemple de ce que vous avez cité, c'est-à-dire le contraire de l'Espagne. On fait juste le contraire. En Belgique, la dernière régularisation de masse date de 2009. Et après ça, on n'en a plus jamais fait. Et le slogan a toujours couru qu'il ne fallait pas faire d'appel d'air, que si on faisait ce genre de régularisation, il y aurait toujours plus de demandes par la suite et d'immigration. Et je peux vous citer le gouvernement actuel qui a déclaré, donc notre Premier ministre Bart De Wever, qui est flamand, et ça a son importance, je vais en dire 2 mots, a déclaré maintenant la politique belge sera la politique la plus stricte jamais adoptée. Voilà. Donc on a réduit de 30% l'immigration à peu près en un an. Les refus d'asile, etc., sont de plus en plus nombreux. Bref, la politique s'est fort durcie. Si je disais un petit mot du fait qu'il était flamand, c'est parce que vous savez, bon là je vous parle en tant que Belge, alors autant vous expliquer la situation belge. Vous savez qu'on a un pays un peu compliqué, un pays avec au moins 2 cultures assez différentes, les Flamands et les Wallons francophones. Voilà, on voit le bon dessin là, à l'antenne. C'est un dessin qui date d'ailleurs de quelques années déjà. Le problème n'est évidemment pas nouveau, mais ça c'est de plus en plus vrai. Alors, je vous disais qu'en Flandre, il y a un parti d'extrême droite important qui s'appelle le Vlaams Belang, qui fait en moyenne 30% des voix, et qui a évidemment un discours très très dur sur l'immigration. Donc, en Flandre, on voit les choses autrement qu'en Wallonie, où on n'est plus, je n'ai pas dit tolérant par nature, je ne peux pas affirmer ça, mais ce n'est pas un sujet aussi qui crée tant de tensions à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre. Et les Flamands, vous savez, sont plus riches, sont plus nombreux, plus importants dans le gouvernement. Le Premier ministre en est un. Et donc, c'est eux qui tirent vers une politique plus dure, en comparaison aussi avec les Pays-Bas, qui ont une politique extrêmement stricte. Et vous avez bien compris, les Flamands sont plus proches des Pays-Bas que ne le sont les Wallons. Voilà, j'ai un peu fait le tour de la situation actuelle. Je vous dirais peut-être un mot, ou si vous préférez, je le fais tout à l'heure, d'un exemple précis de ce genre de tension. C'est une loi qui est passée déjà au gouvernement à 2 reprises et qui va
passer à la Chambre, enfin être discuté à la Chambre très prochainement sur les visites domiciliaires. Pour le dire autrement, c'est des perquisitions, c'est-à-dire autoriser les forces de l'ordre à rentrer manu militari chez n'importe qui s'ils soupçonnent qu'une personne qui n'a pas le droit, qui n'a pas obtenu ses papiers, s'y trouve. C'est quand même quelque chose d'assez brutal et qui est très discuté. Même le monde judiciaire conteste cette décision qui a de fortes chances de passer cependant. Michel Cerutti, la Suisse, c'est un cas un peu particulier. L'immigration illégale est plutôt marginale. Pourtant, on assiste aussi à un durcissement des politiques migratoires chez vous. Effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que les partis de droite, l'UDC, donc parti plutôt nationaliste populiste, qui fait aussi à peu près 30% de suffrages lors des élections votations, eh bien, ont eu tendance depuis des années maintenant à vouloir durcir les lois sur l'asile, les lois sur l'immigration. Alors, la Suisse est un pays un petit peu particulier. Pourquoi ? Parce que cette immigration irrégulière ou illégale, elle existe, mais elle est relativement marginale. On n'a pas vraiment de chiffres. Les derniers chiffres officiels de la Confédération datent de 2015, qui estimaient la population en Suisse, en séjour irrégulier, à quelques 90 000 personnes. La Suisse compte 9 millions d'habitants. Par contre, la Suisse est une terre d'immigration au sens beaucoup plus large. Il y a à peu près 27% de la population aujourd'hui, en 2026, qui est étrangère, qui n'a pas un passeport suisse, qui travaille en Suisse. Il y a 400 000 frontaliers qui, tous les jours, viennent d'Allemagne, d'Italie et de France pour travailler en Suisse. Donc, il y a une très forte participation de la population étrangère en Suisse, qui peut être qualifié d'immigration. Alors après, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le côté politique, mais on le voit pas seulement en Suisse, on le voit en France, on le voit en Italie, on voit dans certains pays qui ont envie d'accuser tous les mots, ou plutôt de rejeter tous les mots politiques sur les étrangers pour expliquer les déconvenus, les problèmes politico-économiques que peuvent avoir un pays. Et puis il y a la réalité économique, c'est-à-dire que ces pays, la Suisse en premier lieu, a besoin de cette main-d'œuvre migratoire, de cette main-d'œuvre d'étrangers. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, il y a les 15-19 ans qui sont censés remplacer à terme les 60-64 ans représentent 73% des 60-64 ans. Donc on est en complet déficit démographique au niveau de la main-d'œuvre et par conséquent cette main-d'œuvre est absolument nécessaire en Suisse et je pense qu'effectivement Pedro Sanchez ne joue pas l'hypocrisie. Je pense que lorsqu'il décide de réguler toute cette population illégale qui est dans le pays, ça permet de meilleures conditions de travail, ça permet de faire payer des impôts, ça permet effectivement de faire en sorte que le pays fonctionne de manière plus officielle et plus sereine que si on est en place avec une main-d'œuvre étrangère illégale qui vit dans des conditions illégales, qui a des salaires qui sont trop bas. Enfin, on précarise finalement toute la hiérarchie économique et sociale lorsqu'il y a trop de personnes qui travaillent de manière illégale. Et le fait que Pedro Sanchez décide d'aller la contre, il le fait pour des raisons sociales et économiques, à mon avis. La Suisse n'a pas besoin de ça pour l'instant. Par contre, elle est confrontée à cette main-d'œuvre, à cette forte immigration. Avec le problème, c'est qu'il y a du travail pour tout le monde. Mais évidemment, le pays est petit. Ce sont les infrastructures qui en souffrent. C'est la logistique, c'est le prix des appartements, c'est une tension sur les salaires. Et c'est ce qui rend les gens en Suisse parfois négatif, ce dont profitent certains partis politiques de droite pour tabler, pour faire leur politique sur ce mécontentement. Pascal, Johanna, en Europe, il y a le pacte européen sur la migration et l'asile qui cherche à mieux répartir l'accueil entre États membres. Sauf que dans ce pacte, on parle plus d'expulsion que de régularisation. Alors, c'est d'abord une règle européenne. On va se féliciter qu'elle existe parce que pendant très longtemps, que n'a-t-on entendu chez beaucoup de gens que fait l'Europe, elle ne s'occupe pas de la migration. Ça a été long. Ce pacte asile et migration, il va se mettre en application cette année. Il a été voté juste avant les élections européennes de juin 2024. Donc, il est tout neuf. Et en effet, il le fera. Il fait la part il faut que l'Europe chiffre ce dont elle a besoin, qu'il y ait en effet des choses qui soient faites pour accueillir dans de bonnes conditions les gens dont on a besoin compte tenu de ce déficit démographique qui est commun à tous les pays, mais qu'on ne puisse pas accueillir des gens dont en effet on ne pourra pas les accueillir dans de bonnes conditions, avec peut-être des métiers qui sont en tension, peut-être des secteurs d'activité, et qu'en effet on regarde bien qui rentre, parce qu'aujourd'hui on sait que dans les grands mouvements, il y a des gens qui utilisent un petit peu des artifices en se disant « je viens de tel pays » pour essayer d'avoir l'asile alors qu'ils ne le sont pas, ressortissants de ce pays. Il
y a des pays, il y a des gens qui tentent une autre, peut-être, ils ont raison, de chanter leur chance ailleurs, mais ils sont de pays où, s'ils restent chez eux, ils ne sont pas, en effet, ils ne risquent pas leur vie, ils ne sont pas emprisonnés, ils ne sont pas, donc on appelle ça les pays dits sûrs, et donc il faut en effet, et puis il faut que tout ça soit en effet acceptable, j'allais dire, il y a un niveau d'acceptation, c'est que si en effet la population ou l'opinion publique estime qu'en effet on a accueilli des migrants, mais que ces migrants ne sont pas intégrés et qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont pas de ressources et ils sont donc à la charge de la société, ça devient négatif. Est-ce que ce pacte, c'est un outil efficace? Alors, il va être mis en application, donc l'efficacité, ça va être les premières applications vont être en juin, donc oui, et puis ce pacte ne règle pas tout. C'est pour ça qu'on a parlé, ou peut-être on va parler de ces fameux retours, puisque la directive retour, elle n'était pas incluse dans le pacte. C'est-à-dire des gens qui sont déjà là, mais dont on ne peut pas les accepter parce que ou ils n'ont pas de compétences professionnelles, ou ils n'ont pas en effet de papier, ou ils viennent de pays où ils pourraient retourner chez eux, etc. Et donc là, en effet, c'est un autre mouvement. Mais au moins, c'est fait au niveau européen, pas chacun dans son coin. Parce qu'on est tous confrontés en Europe à des gens qui rentrent, par exemple, en Italie, mais qui ne restent pas en Italie, qui vont aller en Allemagne. Et vous avez quand même cette cas de figure, j'insiste, parce qu'ils ont quitté l'Union européenne. Les Britanniques, il y a plusieurs pays qui viennent en Espagne, enfin aux Canaries, ou qui arrivent à Lampedusa, etc., mais qui veulent aller au nord et qui veulent aller en Grande-Bretagne. Ouais. La Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne. Donc ce n'est pas qu'un problème de l'Union européenne, c'est un problème de pays riches, de pays où il y a une démographie qui est moindre, où il faut en effet adapter une migration qui soit une migration qualifiée de travail, mais qu'en effet on ne peut pas faire en sorte que tous les gens qui veulent venir puissent être acceptés. Il faut les faire au cas par cas. Et malheureusement, il y a des gens qui sont utilisés, quand on est dans les photos qu'on voit aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont utilisés et qui reviennent notamment de pays pauvres par des trafiquants qui n'hésitent pas à les utiliser, à faire payer des sommes astronomiques, à les priver de papier quand ils arrivent. Enfin, après, en effet, ils se retrouvent sur des plages, ils sont livrés à eux-mêmes, mais ils ont été victimes d'un trafic. Il ne faut pas oublier que ces gens sont des pauvres gens qui ont essayé de peut-être, au péril de leur vie, de passer les différentes étapes, sans savoir si en effet ils allaient pouvoir être accueillis. Ils voient ça comme la terre promise, mais malheureusement, ça n'est pas la réalité. Juan José Dorado, pour en revenir à l'Espagne, est-ce que cette politique migratoire, elle dessert politiquement Pedro Sánchez ? C'est vrai que les dernières élections espagnoles sont des élections régionales, dans les 4 derniers mois, et à chaque fois, le Parti socialiste de Pedro Sánchez n'a pas gagné les élections. Et donc, il y a des élections dans quelques semaines, le 17 mai, du côté de l'Andalousie, la plus grosse région espagnole, où il est donné perdant. Donc, politiquement, pour l'instant, il n'a pas d'avantage politique au niveau des politiques intérieures. Par contre, il a une image à l'international dans les sociétés européennes, la société civile européenne, où effectivement sa figure devient de plus en plus sympathique de par les mesures qu'il a prises ou les positions qu'il a prises ces dernières semaines. Mais j'aimerais quand même rajouter, c'est que l'immigration aujourd'hui qu'on va régulariser en Espagne, ce n'est pas des immigrants qu'on va faire venir, c'est des gens qui sont déjà sur place et qui pour beaucoup travaillent déjà dans le marché noir. Donc on se situe autour des 20% l'économie noire dans l'économie espagnole. Et puis effectivement, vous l'avez signalé, 90% de ceux qui vont être régularisés, ce sont des latino-américains. Donc il y a une approche culturelle et linguistique qui est réelle. Et ce n'est pas quelqu'un, comme on a vu cette semaine, puisqu'on a beaucoup stigmatisé la politique de Pedro Sánchez en matière de régularisation en France, ce n'est pas quelqu'un que vous allez régulariser en Espagne et qui parle espagnol parce qu'il est colombien, que dès qu'il aura les papiers, va venir en courant en France pour être illégal ou irrégulier en France. Ce n'est pas du tout le cas. Donc l'Espagne est un pays assez ouvert. Aujourd'hui, votre correspondant en Suisse l'a dit pour la Suisse, 27 et quelques de la population est d'origine étrangère. En Espagne, c'est autour des 20%. En France, c'est pratiquement la moitié moins. Et donc, c'est vrai que l'Espagne est un pays ouvert d'émigration, puisque depuis les années 50, l'Espagne a beaucoup émigré. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est une question économique et c'est des travailleurs qui sont irréguliers mais qui sont sur place et qui vont tout simplement pouvoir rétablir une situation normale.
Vous parliez de ceux en France qui se sont vivement opposés à cette politique de Pedro Sánchez. On va justement écouter le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella. Écoutez. Et ce qui est certain, c'est que l'Espagne de M. Sánchez est en train de devenir la porte d'entrée de la submersion migratoire en Europe. Et très certainement pour créer une diversion dans ces affaires de corruption, ces appels à la régularisation sont là, André l'a rappelé, pour permettre à la gauche espagnole de se créer un électorat de substitution. Sauf que ça a des conséquences qui sont considérables pour les grands équilibres de la société espagnole, mais aussi pour tous les voisins des pays frontaliers de l'Espagne. Il y a aussi Bruno Retailleau, l'ex-ministre de l'Intérieur, désormais candidat à la présidentielle, qui est allé plus loin. Il dit « Je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols. Monsieur Sánchez régularise 500 000 irréguliers qui vont pouvoir, vous le disiez tout à l'heure, ensuite franchir les frontières. Si j'étais président, je mettrais l'Espagne au banc des nations européennes. » C'est possible, ça ? Non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas le faire. Il peut rétablir, mais c'est déjà rétabli, des contrôles aux frontières puisque depuis une décennie pratiquement, la France a rétabli des contrôles à la frontière avec l'Espagne. Notamment après les déclarations de Jordan Bardella, c'est complètement faux parce que encore une fois, quand vous régularisez des gens qui ont du travail ou qui vont trouver du travail en Espagne, ils vont pas se promener, ils vont dire on va partir en France maintenant qu'on a les papiers. Et puis s'il fallait s'inquiéter de ça, surtout quand on voit la croissance en France par rapport à l'Espagne. On a peut-être envie de rester en Espagne. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Et puis, encore une fois, en France, on a un problème avec l'immigration, entre guillemets, parce qu'effectivement, cette immigration qui vient essentiellement d'Afrique, en Espagne, aujourd'hui, le nombre de régularisations qui concernent les Africains, on parle d'autour des 6%. Donc, encore une fois, c'est essentiellement des Latino-Américains qui vont être régularisés, qui, pour la plupart, travaillent d'ailleurs. Oui, alors les opposants disent que régulariser massivement, ça va encourager l'immigration clandestine. Est-ce que c'est vrai ? Non. Je pense que c'est pas parce qu'il y a une régularisation qui se fait en Espagne de manière très conditionnelle. Oui, c'est des gens qui sont déjà là. C'est des gens qui sont déjà là. Donc voilà. Donc il faut faire. Et quand je vois Madame Meloni qui fait la même chose, je me dis que donc c'est pas une couleur politique, c'est des nécessités économiques. Donc c'est bien quand on est dans l'opposition de dire on prendra 0 migrants et on fera rien. On peut pas accueillir tous les gens. Donc c'est pour ça qu'il faut. Et c'est ce que fait le pacte immigration, c'est de s'assurer qu'avant que les gens viennent, utilisent ces embarcations de fortune, etc., on puisse peut-être dire en amont, avant qu'ils payent des sommes folles à des trafiquants, est-ce que vous pourrez venir, est-ce que vous avez une qualification qui vous permettra en effet d'avoir un travail quand vous arrivez sur le terrain, et donc de ne plus avoir cette impression de horde qui arrive sur des plages avec des jeunes gens, mâles plutôt, et qui après ne sont pas forcément intégrés. Donc c'est ça qui est le discours. Mais le discours de dire on n'a pas besoin d'immigrés zéro, ça ne peut pas être viable. Même Madame Meloni le dit. Donc il faut accueillir les populations dont on a besoin, une immigration qualifiée, de talent. D'ailleurs au Parlement européen et au Conseil, on vient de faire passer un règlement pour justement attirer des gens qualifiés en Europe. Parce que s'ils ne viennent pas en Europe, ils iront au Canada, ils iront dans d'autres pays, ils apportent une plus-value, ces gens qualifiés. Donc on a intérêt à avoir une immigration qualifiée de gens qui apportent dans les nouvelles technologies un plus. Voilà. Mais on ne peut pas accueillir, comme l'a dit un ancien Premier ministre, toute la misère du monde. Merci beaucoup Pascal Joannin, merci à vous également Juan José Dorado, merci à Michel Cherouti et merci à Per Kroll d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce débat.